il y aura un signe. Tu me fais un signe. Ok. Tu me dis. Très bien. Vas-y. Bien. Bonsoir. Bienvenue à l'Institut français de Casablanca, à la médiathèque, pour cette nouvelle rencontre littéraire qui se passera comme les fois précédentes, donc en présentiel. Bonsoir à tous et merci d'être présents, mais aussi en ligne, puisque cette discussion, cette rencontre est par ailleurs diffusée sur nos réseaux sociaux, en live sur Facebook, et donc nous aurons la possibilité aussi de recevoir les questions et les réactions de nos auditeurs sur Facebook. Vous pourrez aussi retrouver cette rencontre par la suite, puisqu'elle est archivée sur le site de l'Institut. Merci de votre présence. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir autour d'un ouvrage qui s'appelle « L'amour fait loi » aux éditions Le Sélénite. Donc Pierre Pasquale, qui a été à l'initiative ou la co-initiative avec Rima Crash de cet ouvrage. Sofiane Henani, merci tous les trois de votre présence, d'avoir accepté notre invitation. Et puis Hicham Tahir, qui n'a pas pu malheureusement nous rejoindre, que nous saluons donc à distance, qui donc viendront témoigner de cet ouvrage, de sa portée, de son intention et de son contenu, pour vous donner évidemment envie de le lire. Pour animer cette rencontre, nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Kenza Sefrioui. Merci Kenza de ta présence et de ta fidélité auprès de nous. Merci d'avoir accepté d'animer cette soirée et de modérer cette rencontre. Je vais vous laisser tout de suite le soin d'entrer dans le vif du sujet. Merci. Bonne soirée. Merci de tes mots d'accueil, Martin. Merci à l'Institut français d'accueillir cette discussion. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous pour parler de ce livre, parce que c'est vraiment un des livres que j'ai lu cette année qui m'a le plus touchée. C'est un livre qui est un cri, et qui est un appel, un cri de justice et un appel à la sensibilité des gens pour le respect et pour la justice. Alors, c'est de ça que je souhaite vous faire parler tous les trois ce soir. On a trois profils différents. Vous, Pierre Pasquale, alors vous avez un profil très éclectique. Vous êtes écrivain, vous êtes musicien, vous êtes éditeur, vous êtes réalisateur, et c'est le premier livre en tant qu'éditeur que vous réalisez au Maroc, mais c'est un livre aussi qui peut se trouver en ligne et donc être accessible partout dans le monde. Donc vous mettez vos multiples talents au service de la cause LGBT au Maroc. Sofiane Henani, alors profil scientifique, qui soutient la semaine prochaine sa thèse en sciences de la santé, c'est bien ça. J'ai eu l'occasion de te connaître grâce au programme Open Shabab, dont tu étais un des plus brillants lauréats, avec une plume particulièrement brillante qu'on va retrouver dans le prochain livre sur l'environnement, teaser pour bientôt. Et tu animes une plateforme, tu as fondé le collectif Lille, qui vise à vulgariser les questions de genre et de la sexualité à travers l'art et la culture. Et depuis peu, tu as lancé le podcast Machi Rojoula pour déconstruire le concept de masculinité et plaider pour une masculinité plus positive que ce qui nous est habituellement imposé. Et enfin, last but not least, Rim Akram. Alors, vous êtes neuropsychologue. Et vous luttez contre la stigmatisation des affections psychiatriques et psychologiques. Vous avez cofondé l'association Ruban d'Espoir, dont vous allez nous parler. Donc peut-être que tous les trois, vous avez différents points de vue que vous avez exprimés à travers ce collectif. Mais peut-être que Pierre peut d'abord expliquer d'où vient ce projet entre deux dates butoirs récentes qui remontent à 2020. L'affaire de outing en
en avril, qui a mis en danger un certain nombre de personnes LGBT au Maroc, et le suicide de Sarah Hejazi, peu de temps, quelques mois plus tard, militante LGBT qui était à Montréal, qui avait dû s'exiler d'Égypte et qui a mis fin à ses jours. Donc en fait, ce sont deux affaires graves qui ont déclenché l'existence de ce projet qui a abouti à ce livre. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Mais en fait, ce que je dis souvent, c'est que ce très beau projet qu'on est en train de porter, qui nous a beaucoup apporté, n'est pas né d'un désir, mais d'une urgence. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pendant le confinement nous a tous beaucoup choqués. Moi, il se trouve que j'étais confiné au Maroc, donc je devais rester 3 semaines. Je ne suis toujours pas rentré, ça fait 1 an maintenant que je suis là. Et donc, j'ai été donc confiné à Rabat, et c'est passé donc sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, tous les réseaux sociaux, une vague de outing en fait qui s'est mise à déferler, où pas mal de personnes se sont retrouvées avec un temps énorme passé sur Internet à venir. Voilà, donc par l'affaire de Sofia Taloni, donc, qui est une influenceuse qui se trouvait à l'époque en Turquie, qui a donc lancé un appel de outing. Donc là, il y a eu toute une vague de outing sur les réseaux. Donc il y a eu des personnes qui ont été mises à la porte, des licenciements, et étant tous confinés, on se sentait vraiment impuissant. Donc c'était vraiment horrible de voir, d'être confronté à ça sans pouvoir bouger. On nous parlait d'un suicide, on n'arrivait même pas à avoir de nom, on ne savait pas qui, on n'avait aucune information, on était bloqué. Et donc de tout ça, on commençait à naître aussi sur Internet une série de textes. C'est-à-dire, moi j'étais déjà en lien avec des auteurs marocains, notamment Soufiane et Ashraf, qui est là, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce soir, qui ont été parmi les premiers à écrire face à cette vague de outing, pour essayer de solliciter l'aide des journalistes, et notamment de l'international aussi, pour essayer d'avoir l'aide de l'international pour faire fermer le compte de Sofia Taloni. C'était l'urgence. Et donc les textes, tous ces cris, moi que j'ai vu arriver donc sur les réseaux, au tout départ je les ai archivés dans un souci d'archivage, parce qu'en tant qu'éditeur, donc je me disais, ces textes sont importants, ils se retrouvent sur Internet, on ne sait pas ce que va être le devenir d'Internet, on ne sait pas ce que va être le devenir des blogs où ils étaient postés, ou de Facebook. Donc moi j'ai commencé à les archiver dans un dossier qui était sur mon bureau, et puis petit à petit ce dossier est devenu un livre, parce qu'on en a beaucoup parlé donc avec Soufiane et Ashraf, et on s'est dit, ces textes, ces cris sont importants, il faut continuer à leur assurer une survie, et on va aller encore plus loin, on va faire un appel à texte, on va contacter des artistes, on va contacter des auteurs, des autrices, pour essayer d'avoir d'autres témoignages. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, depuis nos petits canapés, nos petites chaises du confinement, nos petits lits, on s'est appelé, on se téléphonait, on se dit voilà, qui peut contacter, qui peut écrire, qu'est-ce qu'on va faire, et voilà comment est née un petit peu la Montfellois. Il y avait un critère de sélection des auteurs et des autrices, ou Non, c'était des textes qui ont été refusés, par exemple, ou des choses qu'on mettait mises de côté? Non, aucun texte n'a été refusé. C'était à partir du moment où on ouvrait la Montfellois à quelqu'un qu'on lui proposait, le témoignage était dans la Montfellois. Il y a un seul texte qui n'a pas été pris, qui est arrivé trop tard, parce qu'on avait quand même une deadline. Mais après, il n'y a pas eu de critères de sélection. C'était les personnes qui se sentaient concernées. On en parlait entre nous. On disait, moi je connais un tel, une telle, voilà, et c'est comme ça. Alors, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a beaucoup de lettres. Il y a aussi des entretiens, il y a les dessins de Zineb Fassiri, il y a des témoignages aussi du collectif 490, qui montre qu'il y a quand même une communauté de lutte pour les libertés individuelles, et c'est un travail qui s'inscrit dans ce mouvement plus large qui ne concerne pas uniquement la lutte LGBT. Alors oui, alors moi c'était essentiel pour moi qu'on ait une ouverture sur l'art et la fiction notamment. C'est-à-dire qu'à la fin du livre, on dérive sur la fiction pour montrer qu'effectivement cette parole qui est évidemment politique est aussi une parole poétique, et que la poésie et l'art sont
les moyens les plus forts que nous avons, et c'était pour ouvrir effectivement la parole sous toutes ses formes, les dessins, les illustrations, les essais, les lettres, les témoignages, et essayer de créer effectivement beaucoup de formes au service de cette parole pour montrer effectivement que l'expression, effectivement, là se retrouve sur un sujet commun, mais l'expression prend diverses formes et que c'était aussi une envie pour nous de liberté. On avait envie de liberté à ce moment-là, beaucoup. On voulait tout, on voulait de la variété, on voulait de l'amour aussi pour répondre à tout ça. On avait envie d'aimer, on était tous coincés chez nous, on avait envie de voir les autres, de partager. Et c'est le moyen qu'on a trouvé pour se réunir, en fait, après tout ça. Une petite lecture. Sofiane, est-ce que tu veux nous lire un bout de ton texte, d'un de tes 2 textes, parce que tu en as fait 2 là-dedans, mais peut-être le premier? Tu en as 3, je crois même. Ouais. 3 carrément, alors. Okay. Et un 4e qui est sur le blog, parce qu'il y a aussi un site, La Montfellois, où il y a des petits bonus. Tout d'abord, bonsoir tout le monde. Je suis très content et ravi d'être là aujourd'hui et de pouvoir échanger avec vous et partager avec vous une partie de mon texte. Et donc Vous m'entendez? Ah, ouais. Voilà. Maman, aujourd'hui que tu n'es plus, je voudrais te demander pardon d'avoir douté de toi, d'avoir cru que tu ne m'aimais pas, parce que j'étais ce que je suis. Pardon d'avoir cru que tu n'étais qu'une personne homophobe, parmi tant d'autres. Ma mère, mon pays, ma religion. L'homophobie, entre autres, est coloniale. Maman, pendant tout ce temps, je t'ai accusé d'opprimer ma sexualité au nom de ta religion, de tes traditions. À force, j'étais moi-même devenu homophobe. Je me détestais. En réalité, tu n'étais pas responsable de tous mes malheurs. Je ne connaissais pas l'histoire, mon histoire, ton histoire, l'histoire de ce pays. Le Maroc, un Maroc colonial. Je t'ai haï par moments, toi, ma génitrice, et j'en suis arrivé à aimer mon bourreau. En le confondant avec mon libérateur, celui qui m'a appris à me détester, à ne m'aimer qu'à travers lui, qu'à travers sa langue, sa civilisation, sa culture. Même aujourd'hui, pour te parler, maman, je suis incapable de le faire dans notre langue. Je suis obligé d'utiliser la langue de l'autre, cette langue, leur langue. Maman, regardons la vérité en face. Il est quand même évident que c'est la langue française qui m'a permis de comprendre que l'homophobie est coloniale. J'ai compris en lisant les livres des autres que c'était toujours les oppresseurs qui s'emparaient de l'histoire, notre histoire. Et même, parmi les nôtres, ceux qui racontent cette histoire ne font que reproduire la parole des autres. Mais soyons honnêtes, maman. Il y a tout de même des justes parmi ces autres, tout comme parmi les nôtres, celles et ceux qui réécrivent l'histoire, une histoire équitable. Et pour rendre à Miloud ce qui appartient à Miloud, la première fois que j'ai compris que l'origine de l'homophobie d'État, chez nous, était coloniale, c'était grâce à un article lu par hasard dans la revue Zaman. Il était signé Mohamed Abdelwahab Rafiqi, alias Aboul Hafs. Cet ancien extrémiste converti de jour au lendemain en défenseur des droits humains. Cet homme que je n'aimais pas, représentant tout ce qui était pour moi tradition arriérée et bigoterie avancée, m'a donné une leçon magistrale. Dans ma petite tête colonisée, cet homme ne pouvait pas être du même côté que moi. Toujours dans ma petite tête, on ne pouvait pas se transformer aussi rapidement en homme progressiste, défenseur de liberté. La représentation que je me faisais du progressisme était celle d'un homme blanc, un homme hétéronormatif. Merci. On invite à découvrir la suite. En tout cas, n'hésitez pas à vous procurer le livre pour la modique somme de 90 dirhams et à soutenir par la même occasion et la cause et les maisons d'édition indépendantes. Ça, c'était pour la pause promotionnelle. Alors, pour revenir peut-être à ton propos, Soufiane, dans tes diverses contributions. Alors, j'avais noté plusieurs éléments sur lesquels je souhaitais te questionner. Tu évoques d'abord la nécessité d'un coming in avant un coming out. Et je crois que le premier texte que tu publies
un appel à la prudence et un appel à la maturité en disant c'est pas grave si tu peux pas le faire maintenant, mais prends d'abord soin de ta santé, de ton équilibre, enfin, ne te mets pas en danger. Est-ce que tu écrirais peut-être les choses autrement? J'ai l'impression que c'est un texte qui a été aussi écrit à chaud suite à cette affaire de outing. Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais les choses avec peut-être autant d'incitation à la prudence? Oui, écoutez, la prudence est très très importante pour des personnes LGBTQI+, pour des personnes queer qui vivent dans un pays comme le Maroc, c'est très important et c'est pour ça que moi j'insiste. La loi est contre ces personnes. Tout à fait, elle est contre ces personnes, la loi et la société en même temps. Et donc moi il y a quelque chose de très important que je dis tout le temps, c'est que la cause queer à la base, en fait ce qui fait que la cause queer est politique, c'est vraiment la marginalisation. Parce que les personnes queer, dans un monde idéal, tout ce qu'ils aimeront faire, c'est vivre, enfin même pas écrire, même pas résister pour leur existence, parce qu'ils veulent juste avoir une existence normale comme tout le monde. Et du coup, même aujourd'hui, dans cette oppression, il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans ce discours. Il y a des gens qui préfèrent militer, mais il y a des personnes qui préfèrent rester beaucoup plus dans l'anonymat, vivre, enfin ne pas faire de leur engagement queer une présence médiatique, un activisme, etc. Et donc c'est pour ça, moi, quand j'ai écrit le texte, je pense à ces gens-là, parce que moi-même, je faisais partie de ces gens-là, parce que moi, quand on lutte pour les libertés individuelles, pour la question LGBT, pour la justice sociale et toutes ces choses-là, même quand on n'en a pas, on n'a pas souvent, enfin, des fois, on n'a pas envie d'en parler publiquement. Et donc moi, quand j'écris, dans tout ce que je fais, je pense souvent à ces gens-là. Et je dis que c'est pas grave, si vous ne le faites pas ça aujourd'hui, vous pouvez peut-être le faire demain. Ou même, vous ne pouvez jamais le faire parce qu'il va y avoir tout le temps des gens qui le font, qui ont du courage, entre guillemets, mais c'est quelque chose qu'on gagne avec le temps. Et voilà, c'était vraiment ça ce que je voulais transmettre comme message quand j'ai écrit ce texte-là. Peut-être qu'on fait réagir Rim justement sur ce point. Dans la lutte contre les stigmatisations, qu'est-ce que tu aurais quelle réflexion te vient en écoutant Soufiane? Alors, c'est très intéressant. Bonsoir à tous. Je trouve ça très intéressant de dire qu'il y a des personnes qui préfèrent ne rien dire, quand bien même ils penseraient que ce combat est nécessaire. Moi-même, en tant que psychologue, j'ai eu beaucoup de retours sur ce livre. Et on me disait, fais attention parce que tu pourrais avoir des personnes qui sont justement des alliés de la communauté LGBT ou des personnes qui sont homosexuelles, comme tu pourrais avoir des extrémistes qui sont complètement contre comme patients. Et donc là, on choisit une population à refuser complètement en tant que patient. Et donc, malgré ça, j'ai tenu à en faire partie, justement. On m'a dit aussi d'éviter la médiatisation, d'éviter de me montrer en tant que psychologue, parce que ça serait dire que la psychologie soutient la communauté LGBT, et ce qui est d'ailleurs le cas. Parce qu'avant, l'homosexualité était considérée comme une pathologie, mais ça a disparu depuis le DSM-3, c'est-à-dire le manuel diagnostique et statistique des troubles psychiatriques depuis les années 80. Bon, c'est très récent. Et maintenant, on parle... Même la nomenclature a changé. On parlait de non-congruence du genre en ce qui concerne maintenant la communauté queer, c'est-à-dire des gens qui se sentent femmes dans un corps d'homme ou des personnes qui se sentent hommes dans un corps de femme. Aujourd'hui, on parle de dysphorie du genre. C'est-à-dire que peu importe cette non-congruence, ça ne devient une dysphorie que quand ça crée de la souffrance chez la personne en question. Ça veut dire que si elle est en harmonie avec elle-même, qui sommes-nous pour lui enlever cette liberté, justement? Et c'est donc nécessaire de s'allier là-dedans, parce que ce n'est pas juste une question d'orientation sexuelle, c'est une question de liberté. Et j'estime que la liberté, c'est quelque chose qui s'arrache. Et donc, peut-être qu'au début, on peut être une minorité, mais ensuite, à partir du moment où on est plus nombreux, à partir du moment où on a plus de soutien, c'est d'ailleurs ce qu'on voit de plus en plus. Et ce qui est intéressant, c'est que la communauté LGBT est de plus en plus soutenue par les jeunes. 14 ans, 15 ans, 16 ans. J'ai des amis psychologues qui sont présentes et qui suivent également des adolescents qui ont les mêmes problématiques aussi.
c'est-à-dire qu'ils se sentent parfois marginalisés au lycée, qui sentent qu'une petite fille, moi je me souviens d'une fille de 15 ans qui a commis plusieurs tentatives de suicide, et c'est terrible parce que la famille a pu lire des messages, des SMS, et donc on a deux réactions. Soit les parents vont être dans le déni, et donc tout mettre sur le dos de l'adolescence, et que c'est peut-être la mauvaise fréquentation, et donc c'est après, à l'âge adulte, qu'on va se rendre compte que c'est sérieux, et on va tout faire pour guérir, pour soigner cette homosexualité. C'est quelque chose qui existait avant, et je crois que même dans d'autres sociétés occidentales qui paraissent plus libres, mais alors que c'est tout récent. Et comment ils ont pu le faire, justement, c'est à travers des bouquins qui sont aussi une façon de sublimer. Tout à l'heure, Pierre le disait, ça peut être une nouvelle, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être un dessin, un texte. L'essentiel, c'est d'exprimer la souffrance. Quelque part, ça libère. Et donc, même d'autres personnes pourraient se reconnaître là-dedans et se sentir moins seules. Alors là, le plaidoyer, c'est une nouvelle génération, hein, parce que le phénomène n'est pas du tout nouveau. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des contributeurs, ils sont nés dans les années 90, donc ils sont assez jeunes. Et en même temps, ils s'inscrivent à la fois en continuité, mais en se distinguant des militants de la génération précédente. Alors, il y a une figure sur laquelle j'aimerais bien que vous disiez un mot, peut-être, ceux d'entre vous qui auraient envie d'en parler, mais c'est Abdallah Taïa, qui est un peu la figure tutélaire de votre collectif, en raison évidemment de son engagement depuis très longtemps pour les libertés individuelles et justement pour le droit au respect, le droit à l'estime, qui a eu énormément de positions publiques extrêmement courageuses, et vous tous, quelque part, sous une forme ou une autre, vous lui rendez hommage. C'est pour ça aussi peut-être que beaucoup des témoignages prennent la forme d'une lettre à un jeune Marocain. Est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous pourriez dire ? Répondre après Soufiane sur Abdallah Taïa, mais effectivement, par rapport à Lettre à un jeune Marocain, moi c'est un livre que j'avais lu l'année précédente. Mon premier séjour au Maroc, qui m'avait beaucoup impacté. J'avais été très touché, impacté par la forme de la lettre, justement, par cette adresse très directe et très vivante qu'est la lettre. C'est pour ça que moi-même j'ai écrit une lettre pour ce livre. Pour revenir à Abdallah Taïa, il était inévitable de la voir dans ce projet. Effectivement, il y a un lien avec une génération qui nous a précédés, avec des pierres qui ont été posées. Et moi, ça me paraissait urgent et nécessaire aussi de tracer une histoire et de tracer un lien, effectivement. Parce que souvent, quand des actes ou des personnes sont marginalisées, on casse le lien. Souvent, moi j'ai parlé avec plein de personnes de ce projet qui ne connaissaient pas des auteurs ou des autrices qui avaient écrit des choses vraiment pour eux, qui auraient pu sauver leur vie. Ils ne connaissaient même pas leur nom. Donc je me dis, moi, au départ, c'est vrai que c'est un livre maintenant, mais au tout départ, quand j'ai archivé les textes aussi, moi, je me disais, il faut créer du lien, il faut que la génération suivante sache que précédemment, en 2020, toutes ces personnes ont écrit ça. Sans histoire, on est mort. C'est-à-dire que les pouvoirs le savent bien. Pour tuer quelqu'un ou quelque chose, il faut casser les liens de cette chose ou de cette personne avec les choses précédentes ou similaires. Voilà, c'est ça. Donc là, c'était aussi pour se réunir, c'est-à-dire effectivement se réunir dans l'amour, le partage et le besoin d'expression, mais aussi de recréer une histoire, effectivement, parce que l'histoire, elle existe de tout temps. Elle existe. L'amour fait loi ne sort pas de nulle part. L'amour fait loi est la suite logique de tout ce qui a existé avant. Et voilà. Donc je vais laisser Soufiane parler d'Abdallah Taïa parce qu'il... Tout d'abord, j'aimerais parler de Abdallah Taïa, l'humain. En fait, pour moi, ça c'est très important. Abdallah Taïa, c'est quelqu'un que j'ai connu tout récemment, quand j'ai commencé la production du podcast Machi Roujoula. Et du coup, ouais, Abdallah Taïa, c'est quelqu'un qui est déjà... Avant de parler de l'auteur, c'est quelqu'un qui est très présent pour la communauté LGBTQI+. Ça veut dire, à chaque fois qu'il se passe quelque chose au Maroc, Abdallah Taïa va écrire quelque chose. Une tribune, une chronique, dans Le Monde, Libération. Enfin, c'est quelqu'un qui s'engage, qui utilise sa plume
comme outil de plaidoyer pour la communauté LGBTQI+ au Maroc. Et puis, ils s'inquiètent beaucoup. Des fois, moi, récemment, à chaque fois qu'il se passe quelque chose au Maroc ou qui concerne les libertés individuelles en général, il y a Abdelattaï qui appelle, qui demande qu'est-ce qui se passe au Maroc, et est-ce que vous allez bien, est-ce que je dois faire quelque chose, etc. Et moi, je trouve ça très, très important parce que, oui, parce qu'un auteur, je pense que c'est aussi ça, c'est son engagement. Et donc, oui, après, Abdelattaï, l'écrivain, moi, Abdelattaï, je l'ai connu quand j'avais, l'écrivain, je l'ai connu quand j'avais 19 ans. Une fois, j'étais à la plage avec un garçon et à un moment, il part et il oublie le numéro tel quel où il a fait son coming out. Et du coup, moi, à l'époque, franchement, je connaissais que les maths, enfin, la science, quoi, et les quelques auteurs qu'on apprend qui nous apprennent à l'école, donc voilà, Voltaire, etc. Il y avait peut-être Kherdin à l'époque, on étudiait les œuvres de... Mais je ne savais pas, à l'époque, je ne savais pas qu'il y a une littérature marocaine d'expression française comme ça, qui libère la parole. Et donc, ça m'a pris quelques années, parce qu'à l'époque, je ne trouvais pas les livres d'Abdelattaï dans les librairies, mais le jour où j'ai lu le premier livre d'Abdelattaï, pour moi, le premier, c'était L'Armée de Salut, donc c'est le premier que j'ai pu lire, je me suis rapidement retrouvé dans son texte. Ça veut dire... je me faisais des projections quand il parlait de son vécu, avec toutes les différences qu'il peut y avoir, avec toutes les différences qui... et du coup, je me retrouvais dans son discours, dans la simplicité de ses mots. Et du coup, depuis, j'ai commencé à suivre Abdelattaï. Donc, à chaque fois qu'il fait une interview dans un magazine, je l'achète, j'apprends des choses sur lui. Et puis, rien que récemment, j'ai écouté un entretien d'Abdelattaï, c'était avec l'Institut français de Tunis. J'adorais sa définition de la littérature. En fait, il disait que la littérature, c'est la vie. Et que voilà, la grammaire et tout ça, c'est des outils qui nous apprennent de s'exprimer. Mais le plus important, c'est les émotions. Et moi, c'est quelque chose que, même avant c'est quelque chose que j'ai appris d'Abdelattaï. C'est lui qui m'a appris à écrire. J'ai compris que pour écrire, il fallait pas que avoir une plume extraordinaire. Ça veut dire avec le très peu de vocabulaire que je pourrais avoir, je peux écrire quelque chose et je peux transmettre des émotions et surtout, je pourrais faire un plaidoyer. Et je pense que L'amour fait loi, c'est aussi ça, parce que c'est aussi un livre de documentation, d'archivage, etc. Et ça, pour moi... C'est toi qui l'as surtout fait dans ton texte, parce que tu as rappelé qu'il y a quand même toute une culture queer au Maroc. Tu as cité Bouchaïb el-Bedaoui, tu as cité un certain nombre de références. Tu veux développer sur ça, justement? Enfin, en fait, ma question, c'est... tu parles de l'article 489 comme un article colonial, parce qu'effectivement, c'est un article de loi, mais c'est pas le seul, hein, c'est comme tant d'autres articles liberticides qui datent du protectorat, qui n'ont pas été abrogés depuis. Mais est-ce que tu es vraiment sûr que le Maroc était plus tolérant avant? Parce que moi, je restais un petit peu sceptique quand même. Enfin... Je ne suis pas sûr. D'ailleurs, je ne suis pas historien mais ce que je sais, par contre, en suivant ce qui se passe dans le monde, qu'il ne reste pas grand-chose pour savoir ce qu'il y avait avant la colonisation, parce qu'il y a des archives qui ont été effacées, détruites, etc. Je ne crois pas que le Maroc était plus libre à l'époque, mais en tout cas, il était différent. Et en tout cas, aujourd'hui, dans notre lutte, la lutte contre les lois liberticides est très importante. Et pour lutter contre ces lois, il faut quand même connaître l'origine, se réconcilier peut-être, comprendre ce qui s'est passé. Et tout ça, moi, je trouve que c'est très important aujourd'hui. On doit faire ce travail de déconstruction. Ça veut dire revenir, comprendre ce qui s'est passé pour se réconcilier et pour donner des explications aux jeunes. Aujourd'hui, dans la communauté LGBT, moi, j'en connais plein, on en parle souvent. Et du coup, c'est une question qui revient tout le temps. Ces lois sont coloniales, la colonisation. C'est vraiment un débat très, très présent dans la communauté LGBTQI+. Et du coup, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est important de le faire, même en français, en utilisant la langue française, questionner la langue, questionner ce qui s'est passé en français, en arabe,
raconter des histoires, chercher les fragments d'histoire qui restent, comme celle de Bchaïb el-Bidawi. C'est très important de se poser ces questions. Comment ça se fait qu'au Maroc, il y a des années, on avait des choses comme ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est la néocolonisation? Est-ce que c'est la colonisation? Est-ce que c'est la montée de l'islamisme? Et tout, il n'y a pas de question, j'ai envie de dire, il n'y a pas de question des questions qui n'ont pas à être posées, quoi. Enfin, on peut poser toutes les questions pour trouver des réponses. Et moi, personnellement, c'est un sujet, un thème qui me parle beaucoup. Et donc, voilà. C'est ce que j'ai. Oui, par rapport à ça, moi, je voulais ajouter par rapport à la langue. Effectivement, on s'est posé la question des langues, du choix des langues au départ, parce que on voulait faire au départ une édition bilingue et qu'on a commencé à traduire. On s'était arrêté sur le français et la darija et qu'on a commencé à traduire les textes en darija. Donc on a pris beaucoup de retard. On a décidé de lancer la version en français tout en continuant la traduction, et on va petit à petit mettre toutes les traductions sur le site internet pour à la fin faire un livre numérique gratuit qui soit accessible. Mais effectivement, pour aussi l'écriture, enfin, en langue française, moi je me suis aussi retrouvé au Maroc en face de personnes qui m'envoyaient des textes donc en français et avec d'une force, ces cris-là. Et moi, je découvrais aussi, je le savais, mais d'être confronté directement au travers de cette problématique du outing à tout ça et de découvrir ces textes en français, cette francophonie, tout ce bouillonnement, je me suis dit... j'étais super ému et je trouvais ça super beau que la langue française puisse continuer à vivre comme ça au travers de cette thématique, avec toutes les problématiques qu'on connaît. Effectivement, on en a beaucoup parlé sur cette homophobie coloniale, effectivement, d'essayer est-ce qu'on doit réparer quelque chose, est-ce qu'on doit pacifier ce débat, mais en tout cas la langue française est là, et moi le travail magnifique que j'ai vu faire par toutes ces autrices et tous ces auteurs, c'est aussi leur donner confiance, comme le disait Soufiane, comme te le disait Abdelataya, c'est de dire tu peux écrire si tu as quelque chose à dire, tu n'as pas, parce qu'il y a des auteurs qui me disaient moi j'aime écrire en français mais mon français n'est pas assez bon, je dis mais ne te pose pas la question, écris. Et au final ces textes c'était d'une puissance folle, et moi d'avoir pu donner confiance à certains jeunes auteurs et autrices qui publiaient pour la première fois, c'était une grande fierté, parce que maintenant il y en a plein qui commencent à écrire leur premier livre, qui se disent bon ben voilà, c'est un premier pas, moi j'ai envie de dire d'autres choses. Il y a d'autres personnes qui se disent bon ben voilà, mais on ne pensait pas qu'un livre comme ça pouvait exister, on va pouvoir enfin éditer tous les textes qui sont restés dans les cartons et dans les tiroirs, qui ont été refusés tout le temps. On m'en parle tous les jours, on me dit un tel écrit, il a écrit ça, elle écrit ça. Donc bon, c'est merveilleux de se dire que toute cette écriture-là va peut-être un jour commencer à sortir, se libérer. C'est magnifique. En tout cas, il y a une très forte sincérité dans tous les... Il y a des textes aussi qui ont été traduits, de l'anglais, de l'arabe. Oui, il y a des textes qui étaient en arabe, en anglais, en darija. Voilà. Alors, ce que je voulais te demander, Rim, c'est déconstruire les préjugés par des témoignages. Est-ce que ça suffit ?
suite, pour toutes les libertés individuelles, ça serait les futures générations à éduquer justement. Parce que sinon, c'est un travail de déconstruction qu'il faut faire. Et une déconstruction qui paraît compliquée parce qu'il y a la religion, il y a la famille, il y a la culture, la tradition qui a parfois rien à voir avec la religion, qui est parfois plus tolérante que la tradition elle-même. Et donc cette déconstruction, c'est souvent envers soi-même aussi, un travail à faire en ce qui concerne les traumas. Ça peut être une déconstruction psychologique. Et donc, si on juxtapose la santé mentale et la cause dont on est en train de discuter aujourd'hui, je pense que la déstigmatisation, ça serait un très bon départ. D'ailleurs, merci, ma chère Rojolan. C'est très important. Et puis, pour parler du genre et du système patriarcal, c'est un filtre social, en fait. C'est comme si on avait tous des lunettes et qu'on voyait les hommes et les femmes avec notre passé, avec notre culture, avec notre religion. Et donc, tout ce qui va nous permettre de poser ces lunettes et de voir la nature telle qu'elle est faite, si on est pro-nature aussi, parce que souvent on a tendance à confondre la nature et ce que la société a bien voulu qu'on fasse de cette nature. Et donc le genre finalement c'est ce filtre social, c'est la déconstruction, c'est de se dire pourquoi par exemple on entend trop souvent oui une telle a bien réussi sa vie, magnifique, c'est un modèle, une femme qui a réussi est directement considérée comme une curiosité anthropologique. Pourquoi ça ne serait pas pareil? Pourquoi il y a moins de femmes en politique qu'ailleurs? Justement, lutter contre ces inégalités, c'est de considérer l'humain tel qu'il est. L'humain avec l'amour, avec le sacrifice de soi, avec l'unité qu'on va avoir pour avancer, pour faire des choses, créer des comités, des associations. Il y a beaucoup de désastres quand même dans le monde pour qu'on commence à s'en créer de nouveaux, juste parce qu'un tel a joui de sa liberté une fois dans sa vie. Voilà. Faire réagir comme on n'a pas la possibilité d'avoir tout le collectif avec nous, mais j'avais noté 3 citations et j'aimerais que peut-être chacun d'entre vous puisse réagir aux mots de vos complices. Donc Zineb Diori Amor et Faisal Ajbar écrivent « À travers l'homophobie, ce n'est pas l'autre qu'on déteste, c'est ce qu'il dit de nous ». Qui veut commenter, prolonger alors, ça c'est très vrai, je pense, à mon humble avis, parce que souvent ce qui nous irrite chez les autres, c'est ce qu'on n'a pas résolu en soi-même. Souvent, quand on est exaspéré par un comportement, c'est parce qu'on l'a soi-même et donc quand on fait une critique aussi, c'est pas envers le comportement en lui-même de façon très objective. C'est ce qu'on nous-mêmes on a vu en ça, et peut-être que quelqu'un d'autre le verrait d'une autre manière. Donc finalement, une critique, un reproche, ça dit plus de choses sur nous-mêmes que sur la personne qu'on a en face de nous. Oui, la liberté est un miroir qui peut être terrible pour quelqu'un qui ne s'autorise pas une liberté. Et ce n'est pas forcément lui jeter la pierre, mais on comprend bien que quelqu'un qui est enfermé dans une problématique, qui ne s'est pas libéré, voyant quelqu'un qui s'est libéré, qui jouit de cette liberté, ça peut être extrêmement violent. C'est aussi pourquoi la forme du livre, moi, me paraît très adaptée pour ce genre de message, parce qu'un livre, c'est une extrême douceur, c'est une force terrible parce qu'on se retrouve quand même avec des témoignages, on est là seul avec ça, mais aussi le livre, déjà c'est un contact, on le prend, on l'ouvre, on peut le refermer. Il y a tout un chemin qui moi me paraissait vraiment nécessaire en tant que livre papier, parce que bon, c'est vrai qu'aussi le livre, maintenant c'est un livre numérique et l'amour fait loi existe aussi en édition numérique, mais voilà, je vais vers le livre ne va pas me tomber dessus, s'ouvrir comme par magie devant mes yeux. Il y a un chemin, moi je trouve, de douceur et de force dans l'objet du livre qui me paraissait nécessaire pour ce message aussi. Oui, moi probablement ça me rappelle une citation que j'ai lue ce matin de Édouard Louis, l'écrivain français, et du coup il disait, c'est une petite citation de son dernier livre, et il disait que en fait, finalement, toutes les identités, être queer, ceux qui ont inventé ces identités, ce sont les homophobes, en fait. Sans les homophobes, ces identités ne vont pas exister. Et du coup, quand on parle de queer, de LGBT, de toutes ces choses, de tous ces combats-là, c'est vraiment des réactions à ce que les gens
on fait des personnes LGBTQI+. Et puis quand on se réapproprie ces identités, ils commencent à nous dire « Ah, vous en faites trop. Ah, c'est pas prioritaire. Ce n'est pas la fin du monde. Vous romantisez, vous dramatisez. » Il n'y a pas d'éducation sexuelle. Tout ce qu'on apprend, c'est l'hétéronormativité, c'est le patriarcat. Et donc, vraiment, pour moi, aujourd'hui, limite les gens, j'ai une sorte de compréhension, parce que quand on vit dans un contexte très patriarcal, très homophobe, très hétéronormatif, c'est normal, j'ai envie de dire, parce qu'on n'apprend pas quelque chose d'autre à l'école, mais aussi... Beaucoup de personnes m'ont dit, vraiment très personnellement, j'ai eu plusieurs témoignages comme ça, je ne voudrais pas que mon fils ou que ma fille soit homosexuel, pas parce que je suis contre, mais parce que je ne voudrais pas qu'il souffre au Maroc. Est-ce que c'est une excuse? Oui. Ouais. Peut-être. Et puis pour rebondir sur ça, effectivement, moi j'ai aussi reçu des témoignages qui m'ont énormément touché, 3 particulièrement, donc... J'y croyais tellement pas qu'on a dû m'envoyer les captures d'écran des conversations de personnes qui ont répondu après avoir lu La Mofelois et qui ont dit « Moi, j'étais homophobe, j'ai lu ce livre et j'ai changé d'avis et voilà, j'accepte maintenant beaucoup mieux. » Et ça m'a beaucoup ému et je pensais même pas que des personnes qui ne s'intéressaient pas à ce sujet iraient lire ce livre. Voilà. Une deuxième citation pour poursuivre. Marien Gouillon, qui est chercheur. Alors, c'est un livre qui réunit des plumes d'anonymes, d'artistes, de militants, de chercheurs universitaires. Enfin, il y a vraiment des gens de plein d'horizons. Et donc, Marien est chercheur et il écrit « Love is not a crime », mais sa non-reconnaissance provoque des crimes. Alors, juste pour un petit point sur Marien Gouillon, moi je tenais absolument à ce qu'il soit dans ce livre. J'avais lu pendant le confinement une thèse qu'il a faite ici à Casablanca qui s'appelle Ethnographie des Analobia. C'est le titre Analobia, Ethnographie des homosexualités à Casablanca, où il a fait un travail de terrain fantastique. Cette thèse qui a été éditée en France aux éditions du Croquant, je n'en rappelle plus l'année, on doit pouvoir la trouver. En tout cas, moi j'avais reçu un PDF, j'ai lu ça. Et je voulais absolument qu'il soit dans ce livre parce qu'il a fait un travail primordial et magnifique. Et son texte, c'est l'un des derniers qui est arrivé. Et moi, j'ai pleuré sur ce texte. Il est d'une force où il revient justement sur... pendant sa thèse, il a travaillé avec un garçon qu'il a suivi comme ça à Casablanca, qui est mort depuis. Il lui écrit une lettre hommage. Et il avait rencontré à l'époque sa mère. Et donc, il avait découvert cette relation mère-fils qui, pour moi, est cruciale aussi dans cette question-là. C'est la famille et l'enfant, la mère et l'enfant. Et cette mère qui se positionnait un peu comme homophobe, en même temps, elle avait mis en place dans ces quartiers populaires une protection de son fils avec des policiers qu'elle connaissait. Elle avait peur, elle savait qu'il pouvait lui arriver quelque chose de grave. Et moi, c'est ce que j'ai découvert aussi, c'est la peur, en fait. Ici, au Maroc, c'est la peur, la peur qu'il arrive quelque chose, que quelqu'un, encore une fois, meure. Parce que moi, depuis que je suis là, du coup, j'ai été confronté à la mort. Alors évidemment que la mort, elle arrive dans d'autres pays, partout dans le monde. Mais là, c'était récurrent, c'était des témoignages, c'était tout ça. Et du coup, de recevoir aussi pendant la création de La Montfellois tous ces témoignages, tous ces textes, et de devoir traiter ça, c'est vrai qu'au final, on est très content, mais c'était très difficile. C'est très difficile de libérer la parole aussi. Et alors, je me suis complètement digressé de la citation, mais... Parce qu'il fallait rappeler que c'était un texte voilà. Absolument incroyable, qui parle de peur, mais qui parle aussi de solidarité souterraine, quoi. Enfin, oui, c'est ça, de très, très exactement. forte solidarité. C'est vachement beau ce qu'il dit. Alors, moi, ça me fait penser au texte d'Isgar, qui est très touchant aussi, Belghali, et qui était avec une fille à Marrakech.
et qui a été arrêté par la police et qui l'ont harcelé avec des insultes, avec des choses qui sont très agressives. Je vous invite à lire son texte qui est juste magnifique. Et je pense que pour elle, ça sera le début d'une grande carrière littéraire, j'en suis sûre. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment Love is not a crime parce qu'elle n'a rien fait. Elle a joui de sa liberté de marcher, de tenir la main de quelqu'un seulement, et donc elle se retrouve dans un déferlement émotionnel qui est en souffrance. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là lorsque tout le monde est contre nous? C'est pour ça qu'on se retrouve avec des cas de suicide après cette campagne-là, des crimes envers soi-même, parce que la mort devient plus libératrice que la vie, parce qu'on n'a pas pu avoir la liberté qu'on aurait espéré avoir simplement, c'est-à-dire la liberté d'être ce qu'on est seulement. Et celle-là, c'est la plus importante, justement. Peut-être qu'on pourrait accepter, justement, qu'on étouffe notre droit à l'expression, mais pas le droit à être ce qu'on est soi-même. Moi, peut-être, j'aimerais juste rajouter à ça que, effectivement, moi, je crois que c'est l'amour, la solution, c'est l'amour. Et oui, tant que dans la société marocaine aujourd'hui, le fait de voir des amoureux dans la rue, qu'ils soient deux hommes, deux femmes, on s'en fout. Enfin, tant que cela nous dérange, et voir un père qui frappe sa fille ou des gens qui se bagarrent dans la rue, qu'on trouve ça normal, bah, il va y avoir toujours... C'est vraiment l'amour qui est la solution. Le fait aujourd'hui, dans une école, par exemple, le fait d'apprendre qu'un élève ou une élève est homosexuelle, ça devient vraiment la gossip de l'école, et le fait d'avoir qu'une personne est souffrante, a besoin d'aide, d'assistance, etc., ça ne nous fait pas réagir. Bah, tant qu'on a ces cas de figure dans la société, bah oui, l'amour, c'est vraiment l'amour la solution. Juste un petit mot sur Isgar. Merci d'en avoir parlé. Effectivement, le texte est arrivé. Effectivement, on l'avait sollicité parce que Ashraf parle de cette affaire dans son article qui ouvre le livre. Et donc, on l'avait sollicité pour écrire. Au départ, c'était très difficile. Là, ben, non, je ne vais pas être capable de parler, c'est trop dur. Donc, le texte était petit, puis après, ça a déferlé. Là, non, attends, je voudrais rajouter ça. Alors, je vais dire ça, je vais dire ça. Attends, je rajoute. Et là, en fait, finalement, un premier livre va naître. Il y a du travail qui est fait, effectivement. Donc, il y a une ouverture de la parole qui s'est faite chez Isgar qui est magnifique et voilà, qui est en train de travailler là. Il est déchargé, Sonia. Déchargé. Bonsoir. Donc, bonsoir tout le monde. Si on me demande de parler sur le livre, qu'est-ce que je veux dire? Que c'était... Vous m'entendez? Oui. Qu'il y avait énormément d'émotions, que c'était pas facile, c'était pas de l'ordre c'était pas intellectualisé tout simplement, c'était quelque chose de très sensible, c'était quelque chose de l'ordre des instincts, et voilà. Et le truc, c'est que l'amour fait loi, c'est une harmonie en fait, avec la nature, avec ce qu'on est, avec notre existence, et ce qu'on va laisser comme archive, parce que c'est très très important de laisser des traces, et de savoir qu'on va mourir un jour, en fait, de laisser notre voix,
qu'elle fasse écho, qu'elle résonne chez d'autres personnes. Et par la suite, en fait, aider cette génération qui va nous suivre et de lui permettre une certaine stabilité, ne serait-ce que enfin, des mots, mais c'est déjà intellectualisé en quelque sorte, intellectualisé d'émotions, de ressentis, etc. Donc, si je vais parler de l'amour félois, c'est un passé, c'est un futur et c'est un linéaire de temps, donc qui va perdurer, tout simplement. Voilà. En fait, en même temps, c'est un bouquin, on aimerait bien qu'il fasse évoluer la situation pour qu'il n'y ait plus besoin de faire des bouquins comme ça. Parce Oui, que c'est vraiment... Oui. De mettre des mots, tout simplement. Terrible. Enfin, qu'on aimerait bien que l'archive, elle se constitue autrement, par des témoignages plus légers, plus joyeux, plus... qui témoignent de moins de souffrance quand même que ce qui est décrit, quoi. Il y a un peu de légèreté quand même dans le livre. Et moi, c'est vrai, lors de l'appel à texte aussi, on disait, par contre, on va essayer de ne pas envoyer une bronca comme ça, une violence tout le temps. Pensez aussi à des personnes qui ont besoin de recevoir votre amour. C'est pour ça qu'il y avait le mot amour, qui est ce mot qui est si galvaudé dans le titre. L'amour, quand on dit le mot amour, maintenant, c'est tellement, c'est un mot valise. Mais quand on se réapproprie ce mot aussi, l'amour, c'est quelque chose. Et donc le but, c'était aussi de transmettre de l'amour, de transmettre de la passion, de l'envie de vivre. Il y a beaucoup d'espoir aussi dans l'amour félois. Il y a beaucoup de souffle. Il y a un souffle. Et le souffle, c'est la vie. Et le souffle, il peut être difficile, il peut être agréable. Ça reste un souffle. Et on voulait transmettre le souffle aux prochaines personnes qui vont lancer des initiatives. Il y en a qui me disent, maintenant j'ai vu que l'amour félois existe, moi j'ai envie de faire mon truc. Je veux faire quelque chose. Et chacun va s'emparer aussi de ce souffle pour vivre, tout simplement. Voilà, c'est vrai, peut-être en dehors des livres, peut-être vivre juste sa vie sans création, mais voici la création de sa vie. Excusez-moi. Et là, quand vous dites l'amour félois, c'est l'amour au sens long et large. Oui. Parce que quand on dit amour, c'est homme. Et là, quand vous dites amour... C'est l'amour, c'est l'amour, c'est la vie, voilà. Il y a quelque chose de très joyeux dans beaucoup de textes, en termes déjà de créativité au niveau de la langue. Comment parler il y a en termes de... alors, il y a le E inclusif, il y a l'écriture inclusive, il y a les elle, il. La façon de nommer, et je l'ai trouvé très, très riche et très intéressante parce que du coup, vous n'avez pas fait le choix d'uniformiser et chacun et chacune adopte son système. C'était totale liberté. Ouais. Moi, je posais la question à chacune et chacun. Au niveau de l'inclusif, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que là, tu en fais un et tu en fais pas un? Et ça se retrouve beaucoup dans le texte de Sadiqa, à la fin, où effectivement, il, elle mélange tout ça. Et c'était très beau, justement, cette liberté, finalement. Moi, c'est vrai que l'inclusif, je l'utilise de temps en temps, mais pas tout le temps. Je me laisse libre de le faire quand je le ressens. Et de pas... Si on commence à réglementer encore cette liberté-là... moi, je voulais que ça soit libre, que chacun le fasse comme il veut. Alors après, moi, j'étais censé quand même donner quand même une certaine cohésion, au moins dans les textes, mais chacun, en tout cas, faisait ses règles et voilà. Une dernière petite question, peut-être une citation, avant peut-être d'ouvrir le débat. Je pense à Zineb Fassiri, qui dit « Le corollaire de la reconnaissance de l'homosexualité est la laïcité ». Parce que le corollaire de la reconnaissance de l'homosexualité est la laïcité. Oui. Ça se discute. Ah là, si on ouvre le débat de la laïcité, ça va être un long débat. Du coup, là, on entend effectivement dans ce qu'elle dit. Je vais me détourner un peu pour parler de Zeynab, justement, d'une conversation que j'ai eue avec elle. La laïcité... Zeynab, à un moment, s'est posé la question, est-ce que je vais vivre en France? Est-ce que je vais faire mes livres? Elle est éditée par un éditeur français, pour Chouma. Et est-ce que je vais vivre en France? Elle s'est dit, non, moi, je veux rester au Maroc. Mon poids... mon ancrage, il est là et c'est d'ici que je vais faire des choses. Et plein de personnes, je pense à Inès Boilou, avec qui j'ai eu cette discussion aussi, qui me disait moi j'aime le Maroc et j'ai pas envie de partir. Moi je veux être qui je suis et faire ce que je veux, mais au Maroc. Et
c'est aussi toute cette génération, la plupart des personnes de la Montfelloise sont au Maroc. C'est-à-dire, c'est aussi la force de ce livre, il est 100% marocain, il a été édité, imprimé au Maroc. Il y a quelques exemplaires qui partent à l'étranger, mais sinon il est là, il a été fabriqué là. Les personnes qui sont concernées sont là. Elles ont eu le courage, pour la plupart, d'être sans pseudo, sans anonymat, d'être là avec leur nom. Et c'est pas rien, aussi cet engagement-là. Et donc Zeynab, effectivement, elle est très active, elle y va. C'est quand même difficile pour elle, mais elle fait aussi partie d'un mouvement qui se lève, où il y a effectivement Zeynab, Machir Rojela, où il y a tout ce qui se crée. Et c'est encore là un souffle. Tout d'abord, j'aimerais saluer Zeynab Faseqi, si elle nous regarde. Et puis, ouais, moi j'aime beaucoup Zeynab. C'est la personne avec qui je fais d'ailleurs le projet Machir Rojela. C'est elle qui fait les illustrations de la plateforme. Et oui, moi ce que j'aime beaucoup chez Zeynab Faseqi, c'est qu'on n'est pas d'accord sur beaucoup de questions, mais on en parle tout le temps, on discute, on parle beaucoup. La majorité du temps, on parle de laïcité, on parle de ce que c'est être homosexuel. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui se retrouve pas beaucoup dans des définitions qui ne peuvent pas être larges. Donc je me retrouve beaucoup plus dans le mouvement queer, qui veut tout simplement dire être différent, et parce que c'est un mot qui a été inventé par les personnes concernées. Et je trouve ça très très intéressant de se retrouver dans des définitions qui nous appartiennent, quoi, comme jeunes, comme personnes queer, etc. Après, la laïcité, oui, pourquoi pas. Enfin, la laïcité, c'est aussi quand même quelque chose qui est très débattu aujourd'hui dans le monde. Moi, j'ai juste envie de dire, si la laïcité, c'est l'inclusivité, si c'est la bonne, la bienveillance, etc., oui, je me retrouve complètement dans ce qu'elle dit. Et voilà. Moi, je dirais que la laïcité telle que Zeynab Faseqi l'a pensée, je suis sûre, est très bien, mais qu'elle est à distinguer du laïcisme, c'est-à-dire cette religion d'être totalement conforme, des copies conformes. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'identité, on doit juste se ressembler, on n'a plus d'identité religieuse, plus d'identité sexuelle aussi. Je peux être libre d'être femme, homme, queer, machin, tout ce que je veux, sans qu'on me dise non. À l'extérieur, tu dois renier toute identité et faire comme les autres. Ça, c'est le laïcisme. C'est, par exemple, de choisir des prénoms français lorsqu'on est en France. C'est-à-dire que ça devient très réglementé aussi, très strict, et on enlève toute liberté, justement. Et par rapport à ça, je pense que c'est pas un modèle occidental qui risque de nous sauver, que ce soit la démocratie, la laïcité. Au contraire, il faut qu'on arrête de calquer. Si les lois homophobes au Maroc aujourd'hui sont tirées du colonialisme, peut-être qu'il faudrait qu'on pense la chose différemment et qu'on revienne. Je pense aussi, je suis pas anthropologue ni historienne, mais je pense que le Maroc était beaucoup plus tolérant qu'aujourd'hui. Hier, j'ai vu une affiche qui a fait le tour des réseaux, ça rappelle vraiment l'Algérie des années 90, lorsqu'ils collaient des affiches et qui disaient protégez vos filles, mettez le voile, faites des choses, et qu'il y avait carrément des groupes islamistes qui rentraient dans les écoles et les universités. Et donc, dans cette affiche qui était à Marrakech, je crois, ou à Rabat, à Tanger, qui est quand même une ville assez ouverte, entre guillemets. Et donc, ça disait, la petite fille, votre fille de 13 ans, il faut la couvrir, il faut faire ci. Et il y a beaucoup d'éléments. Il y a la pédophilie. Comment on peut déjà envisager de parler d'une fille de 13 ans de cette manière ? Et donc, voilà, c'est des choses qui risquent de s'aggraver si on ne parle pas de la question du genre. Je pense que ça, c'est nécessaire. De façon très large. Pourquoi ? Il y a des choses qu'on choisit naturellement. Même nous, même quand on est sensible à la cause, peut-être que si un jour j'ai un garçon, je vais lui acheter des draps bleus, pas roses. Pourquoi ? Et justement, c'est des choses qui ont grandi avec nous et on ne s'en rend même pas compte. L'essentiel, c'est de penser la chose et de réfléchir dessus et où est-ce qu'on veut, même si la liberté totale n'existe pas. Finalement, c'est un fantasme. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Parce que même quand on veut s'en détacher, qu'est-ce qui ne nous fait pas dire que c'est peut-être ce cheminement de notre vie qui nous pousse justement à se rebeller. Et peut-être que si on avait grandi dans un autre milieu, peut-être qu'on ne se serait pas rebellé. Voilà. Donc même la liberté devient conditionnée par quelque chose.
peut-être Très faire rapide, le mot de la juste- fin, parce que je vois qu'il est 7h30. Oui, et juste qu'on un est très quand très même, court pour revenir effectivement sur le texte de Rime dans la Montfélois aussi, c'est cette ouverture en fait qu'il y a dans la Montfélois, qui est déjà dans le titre de l'amour. L'amour, c'est l'amour pour tout le monde. C'est toi qui disais ça dans ton interview. L'ouverture, effectivement, quand toi tu dis que effectivement le terme queer te correspond parce que le terme queer est beaucoup plus vaste, c'est-à-dire que dans la Montfélois, effectivement, il y a des personnes homosexuelles, des personnes hétérosexuelles, des non-binaires, des personnes qui refusent de dire qui elles sont et qui se retrouvent sur une thématique, mais effectivement, c'est la thématique finalement de l'amour et de la liberté. Et ça, l'amour et la liberté, en tant qu'humains, qui que nous soyons, nous voulons être libres et nous voulons aimer et nous voulons être aimés. Et finalement, c'est ça. Ça dépasse LGBT, ça dépasse tous les mots qu'on pourra mettre. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'une diversité d'autrices et d'auteurs pour s'approcher de la réalité en justement cassant l'idée de la réalité, en disant il y a de multiples réalités. Et pour moi, je pense qu'il y a autant de genres que d'êtres humains déjà. Parce que quel est mon genre? Moi, j'ai beaucoup réfléchi à la question, mais franchement, je ne sais pas. Pourtant, j'ai lu d'un milliard de choses, mais qu'est-ce que je vais dire de moi? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce qui me caractérise? Alors, ne sachant pas ça, c'est vrai que moi, souvent, j'écris et je pourrais écrire des milliers de pages et je ne trouverai jamais. Parce que, voilà. De quel droit on a demandé aux gens de se définir et de présenter une étiquette, déjà à la base? Voilà. Peut-être qu'il serait temps d'ouvrir la discussion, peut-être. Il y a un micro qui peut circuler? Anouchka. Ah non, Ali d'abord, Anouchka ensuite. D'accord. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Je vais me mettre là pour que je ne puisse pas donner le dos aux gens. Et voilà. Donc, j'ai lu votre livre. Je tenais à vous féliciter. Et sincèrement, hein, vous tous et vous toutes. Pour la simple raison que moi qui croyais connaître mon pays, une facette de mon pays. J'ai appris beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup, pour moi, j'ai vu beaucoup de drames quand même. C'est des drames, je dirais, psychologiques, etc. Et chacun... Je suis quand même heureux, je ne vous le cache pas, je suis un peu fier de mon pays. Parce que, regardez, nous sommes au Maroc, nous parlons de ce sujet-là. L'ICF, l'IFC a envoyé un email à des milliers de personnes qui savent de quoi nous allons parler. Et nous parlons en toute liberté. Je trouve que c'est fantastique. Ça me fait rappeler Salah Hijazi, qui est en dressant le drapeau arc-en-ciel et après emprisonné, torturé, puis après exilé au Canada et mort, suicidé, qui s'est suicidé. Et Ayoub, je pense, qui avait dressé le drapeau arc-en-ciel à Mawazine. Et bon, elle a été interpellée par la police, on a un petit peu... et quand même, il a été relâché. Et ce que j'aime bien chez Ayouba, qui dit que moi, ce qui m'a fait beaucoup plus mal, c'est qu'on m'a pris mon drapeau. Et ça, j'ai trouvé que c'était fantastique. Je partagerai avec vous un petit peu, parce que j'ai beaucoup aimé, je ne vous le cache pas, je vais partager avec, si tu le permets. Pas trop longuement, parce qu'on a quand même un couvre-feu et que les gens ont aussi envie de parler. Et je vous pose une question, d'accord? Bon, écoutez, je connaissais ce que ça voulait dire le coming out, donc maintenant je sais ce que ça veut dire le coming in. Quand on dit tout coming out, passe d'abord par un coming in. Et vous avez oublié de parler d'un terme qui est très important, qui est utilisé au niveau du livre, l'homosexualité dépatologisée. Je trouve que les mots sont très forts. Et être né au Maroc est une chose, être né au Maroc en étant queer en est une autre. C'est Inès Boualou qui a dit ça. Si l'idéal pouvait exister, il serait le mien. Ilyes Alien. Alors, il y a une chose qui est très importante. Je ne sais pas qui avait dit cela, parce qu'on parle beaucoup de l'article 489, et qui a dit, je crois que c'est Yassine, on ne peut pas changer l'article 489 avec l'existence de l'article 490, qui interdit les relations hétérosexuelles. Donc, et ça, j'ai trouvé que c'était fantastique. Vous parlez de domicile, pays, famille étrange au Maroc, ça vous. Et pourquoi placer le sang au-dessus des larmes quand on parle de l'adoption? Parce que les gens vous disent, vous n'avez pas d'enfant, on va adopter. Et vous avez raison quand vous parlez de ça. Pourquoi faire passer le sang au-dessus des larmes? Ils sont sans pays fixe. Et je répondrai à ce que vous avez dit. Votre ami a dit comme quoi mon fils, il ne pourra pas vivre au Maroc. Et là, il redeviendra, comme a dit Pierre Pasquale, il sera peut-être dans un pays pays, comme on avait dit, pays sans pays fixe.
Et il n'y a pas de jeu de filles, les jeux sont sans les jeux. C'est votre maman qui avait dit ça, je pense. Oui. Voilà. Il n'y a pas de jeu de filles, de jeu de garçons. Les jeux, ce sont les jeux. Et l'amour, c'est l'amour. Il n'y a pas de l'amour pour les hommes, l'amour pour les femmes. L'amour, c'est l'amour. Et rapidement, pour laisser la parole à tout le monde, je suis désolé, mais j'ai beaucoup aimé le livre, c'est pour ça que j'en parle. Là, je ne suis pas d'accord avec Zineb Fassiri si elle nous entend. Ce n'est ni la laïcité, ni quoi que ce soit qui va changer les choses. Ce sont le changement de mentalité. Tant qu'il n'y a pas de changement de mentalité, que vous disiez ce que vous voulez dire. Et là, je ne suis pas d'accord avec le credo de Morgan Outlaws. C'est pas que je ne suis pas d'accord dans le sens qu'ils disent n'importe quoi. Non. Pourquoi ? Parce que j'ai noté beaucoup de choses, mais bon, ils disent comme quoi, voilà, les lois doivent changer pour que les mentalités suivent. Plutôt, c'est l'inverse. C'est les mentalités qui doivent suivre. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ? Et je répondrai à mon cher Soufiane, là où je ne suis pas d'accord, ce n'est pas un truc colonial, parce que Inès Lyoté, plus Inès. Le maréchal Lyoté était connu comme étant homosexuel, et s'était marié avec Inès Lyoté. C'était un mariage de raison pour faire taire les gens. Il était homosexuel, mais ce n'est pas M. Lyoté qui avait fait ce décret ou daïr ou je ne sais quoi d'autre, car au Maroc, nous avons toujours des daïrs qui datent de 1913. Le code civil est de 1913, ne l'oubliez pas. Il y a beaucoup de codes qui viennent à peine de changer. C'est-à-dire que ce ne sont pas un truc colonial, mais je dirais tout simplement que c'était, dans ce temps-là, c'était quelque chose de valable. Je vais me taire, crois-moi, je vais poser une seule question. Et donc... non, parce qu'il faut être... il y a quelqu'un, je suis désolé, il faut que je partage avec vous des mots parce que je vais vous renvoyer vers le livre. Parce qu'il faut lire, parce que les mots sont très durs. Hein. Et Sarah Hijazi, quelqu'un avait dit, il y a un avant Sarah et un après Sarah. Ça, j'ai trouvé que c'était très fort. C'est Ayouba qui a écrit ça. Oui, voilà, c'est Ayouba, page 118. Voilà. Et je pense que c'est mon cher Soufiane qui a dit qu'il est dur de dire une vérité que personne ne veut entendre. C'est bien toi, mon cher Soufiane. Et c'est vrai. Je vais vous dire une chose. Au Maroc, vous savez, l'alcool est interdit. Donner de l'alcool aux musulmans, c'est interdit. Il y a le décret de 1967, mais où nous consommons des millions de je ne sais de litres. C'est pas moi qui le dis, c'est les journaux, c'est là par an. Donc je vais vous dire un truc, nous jouons sur les deux. Donc idem pour tout ce qui est. Alors honnêtement, on n'a pas le droit de juger. Et croyez-moi, je ne suis pas en train de jouer à cette personne qui veut se donner cette air de tolérance. Tout d'abord, on n'a pas le droit d'être tolérant. On n'a pas le droit d'accepter ou de ne pas accepter. On est ce qu'on est, le Ghalabullah, comme on dit, donc c'est comme ça. Chacun vit sa vie, comme diraient les Anglais, get a life. Chacun vit sa vie que... Je crois que c'est en klaxon, on me dit d'arrêter de parler. Alors, 20 secondes, alors je crois que je vais me taire. Barakalia. Et tu as raison quand tu parles de... Vous avez raison, excusez-moi, de cette liberté sexuelle et l'éducation sexuelle. Apprendre cela. Donc, ne l'oublions pas également, c'est pas pour s'autoflageller. Nous sommes quand même, ne l'oubliez pas, une société schizophrène. Beaucoup d'entre nous vous disent, oui, tu sais, je suis tolérant, j'accepte tout ce que tu veux. J'accepte, je n'accepte pas. Mais en fin de compte, il dit une chose, il dit après son contraire. Je ne dirais pas que nous sommes tous comme ça, mais on va s'accepter comme on est. Et je clôturerai par cela. Personne n'a le droit de dire à quelqu'un, de juger. On n'a pas le droit. Et croyez, on n'a pas le droit. Merci pour cette énième conclusion. Peut-être qu'il serait temps de donner la parole à Anouchka. Merci Ali de ta lecture toujours précise. Merci beaucoup Ali, ça m'a donné envie de relire ce livre. Oui, très bonne idée. Alors, Anouchka, vas-y. Oui, il faut le lire à l'extérieur, il faut le lire dans le train. Il y a des gens qui me disent, j'ai vu quelqu'un sur un banc qui lisait La Montfélois. Loi. Ali, tu deviens grossier vis-à-vis de la dame. Au moment de la sortie de son livre, Chouma, Zainab Fassiki a évoqué une question linguistique intéressante. Elle a dit, j'ai écrit ce livre en français parce que je voulais parler de choses que la Darija ne me laissait pas nommer parce que les mots n'existaient pas en Darija et j'ai été confrontée à ce problème, donc j'ai dû choisir une autre langue. La question que j'aimerais vous poser, vous qui avez édité, recueilli ces textes, c'est est-ce que vous avez été confronté au même problème? Et si c'est le cas, est-ce qu'il n'y a pas aussi un combat à mener dans la langue Darija pour que ces choses-là
on puisse en parler. Et donc, pour pouvoir en parler, il faut que des mots existent, il faut pouvoir les nommer. Oui, alors ça s'est même des fois posé en français, hein, parce qu'il y a toujours des questions où on peut s'autoriser aussi à détourner un mot, à sortir des règles pour créer un mot et tout ça. Et ça, moi, je trouve que c'est important de laisser la langue vivante, parce que la langue évolue. Alors, on essaye toujours de la cadrer, mais la langue, elle a évolué au fil du temps. Et la darija, moi, c'est une langue que je ne maîtrise pas, que je ne peux pas lire, que je ne peux pas comprendre, mais qui me passionne de par son ouverture et de par ce côté effectivement bouillonnant. Et justement, j'en ai beaucoup parlé avec Ashraf et Soufiane sur des fois des termes, parce que là on est en train de traduire tout en darija, c'est des fois s'accorder, ils sont obligés de s'accorder sur un mot parce que ce mot n'existe pas, parce qu'il faut que tout le monde puisse le comprendre. Donc je ne sais pas qui veut peut-être parler, Soufiane ou Ashraf, de ça. Ouais. Excusez-moi, je vais juste vous dire quelque chose par rapport à la darija, c'est qu'ici au Maroc on a énormément de dialectes. Ça n'existe pas une seule darija, mais plutôt plusieurs darijas. Et franchement, ici au Maroc, on n'est pas dans la capacité, par exemple ici dans cette région, on n'est pas dans la capacité de comprendre la totalité de ce qu'une personne dit, enfin une personne subsaharienne ou bien une personne du Sud, qu'est-ce qu'elle dit par son darija à elle. Donc c'est vraiment un énorme travail d'essayer de collecter et de faire d'avoir ce raisonnement qu'un mot fera le même écho et servira du même sens à un autre mot. Ça veut dire que la darija est une langue d'expression, certes, mais une langue d'expression, mais pas écrite. Et c'est ce que je suis en train de travailler là-dessus, sur un projet historique des traductions des contes marocains, qui ont été traduits par Paul Bose et par la suite édités aux États-Unis. Et dans l'appropriation un peu, dire, culturelle. Donc ici, la darija est une langue parlée, certes, mais pas une langue écrite. Et donc ici, ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt chercher à avoir un vocabulaire global de ce qui fera une darija marocaine comprise par tout le monde. Et ça nécessite énormément de travail. Et probablement même dans le monde maghrébin. Oui, c'est ça, exactement. Ça, ouais, exactement. Moi, juste rapidement par rapport à ça, moi, je ne suis pas du même avis. Je crois que la langue, la darija, on peut dire beaucoup de choses en darija. Après, pour dire ces choses-là, il faut dépolitiser certains mots. Le mot queer, ce n'est que la traduction du mot zamel. Zamel, aujourd'hui, il y a beaucoup des mouvements queer, justement, qui essayent de se réapproprier ces mots-là. Zamel, Lobia, etc. Récemment, il y a un super rapport qui est sorti, qui parle de la situation des personnes LGBT pendant le confinement, qui s'appelle Smith et le nom du rapport, et le rapport est intitulé Lobia au temps du corona. Et du coup, je pense que en fait, c'est le rapport que nous avons avec les mots. Après, en darija, pour dire je t'aime, pour dire le mot amour, il y a plusieurs mots. Il y a Kembrik, il y a le Badad, il y a l'Atfa. Il y a vraiment il y a des mots qu'on doit se réapproprier, retrouver, réutiliser. Et je pense que oui, après, pas forcément pour faire des traductions, parce que c'est pas parce qu'on maîtrise une langue qu'on peut redire la même chose, mais je pense qu'on peut écrire d'autres histoires, raconter d'autres histoires, notamment les histoires queer dont on a parlé tout à l'heure, comme l'histoire de Bchaïb Bedawi, tous ces fragments d'histoire qui font la culture queer marocaine, on peut les dire en darija. Et la darija est une très belle langue, c'est la langue avec laquelle on aime en darija. Quand on est amoureux d'un Marocain ou une Marocaine, on le dit en darija, et du coup cette langue a le droit de... C'est la musicalité de la darija. Tout à fait. Donc elle mène, voilà. Et dans ma recherche, c'est vraiment de retrouver cette fascination envers l'Orient et envers la langue parlée par cet Orient. Ça veut dire cette darija qui a une certaine musicalité, qui a une certaine voix, c'est ça. Voilà, moi j'ai pas lu le livre. Ce que j'ai envie de dire par
rapport à ce que vous avez dit au niveau colonial. Je veux dire, il y a un éclairage à faire entre ce qu'a vécu le Maroc entre les années 70 et les années 2000. Voir un peu, c'est vrai qu'on se rappelle des années 70, 60-70, bon, il y avait une liberté de comportement au niveau des femmes ou sur les plages, tout ça, il y avait cette tolérance qui était. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, il y a eu le wahhabisme entre-temps. Donc c'est un peu, ça a un peu influencé. Et je peux pas ne pas penser à un écrivain qui est Mohamed Leftah, qui justement avait ce discours. Il a commencé à écrire. C'était un chroniqueur, écrivain. Être obligé, quand il y a eu ce mouvement, de s'exiler à Paris et de pouvoir écrire, justement, de s'exprimer à ce niveau. Donc ensuite, il est revenu. Bon, les choses ne se sont pas arrangées. Il a dû s'exiler en Égypte. Et donc, lui aussi a un peu sublimé ce phénomène par la littérature, où il a présenté un peu tout ce discours. Et voilà. Donc, je pense qu'au niveau historique, on peut expliquer beaucoup de choses qui fait qu'effectivement, on atteint ce stade d'homophobie et de... Si vous me permettez, monsieur, au sujet de Leftah, que je suis vraiment contente que vous évoquiez, parce que c'est une des œuvres les plus riches et les plus libres, notamment sur ce sujet. Mais quand il est parti en France, c'était pour faire des études, et quand il est parti en Égypte, c'était pour des raisons personnelles. Et je ne pense pas, enfin je l'ai connu, mais il a jamais évoqué ces passages comme étant des exils en raison du sujet. Enfin, parce que quand même l'essentiel des années de plomb, il les a vécues ici au Maroc en tant que journaliste, ce qui n'était pas forcément très agréable, mais il n'a pas parlé d'exil. Enfin, il m'avait... il pouvait pas être édité. Il a jamais trouvé un éditeur au Maroc pour ses œuvres. Il a été publié en France, et ça n'est que récemment que certains titres sont repris au Maroc. Mais vous avez raison de dire que c'est quand même un des écrivains qui a abordé la question de l'homosexualité de façon la plus riche. Il y a d'autres partages d'idées, de questions Il y a une dame là, enfin, t'as pas de chance. Hein. Je me permets, hein, Ali. Du coup, oui, merci beaucoup pour... Vraiment, c'est vraiment super, tout le travail de témoignage, c'est vraiment très touchant, et je pense que ça fait écho aussi chez d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans la communauté LGBTQIA+. Et moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur le fait que tout émergeait un petit peu de la colonisation et qu'il fallait décoloniser pas mal de choses. Moi, je pense que tout mettre sur vraiment la question de la colonisation et tout ce que la colonisation a laissé de mal, c'est vraiment se dédouaner de, se dédouaner de nos responsabilités à nous aussi. En tant que Marocains, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que parce que, je veux dire, les politiques et tout ça, tous les gens qui vont se mettre contre des causes comme ça, comme la cause de la communauté LGBTQ et tout ça, ils vont aussi prendre ça comme argument en disant bah non, en fait, c'est un truc de colon, c'est un héritage de colon, donc non, voilà. Donc ils vont retourner le problème. Donc je pense que essayer de lutter justement pour les droits de la communauté, c'est aussi prendre ses responsabilités et se dire bah en fait il y a aussi quelque chose qui cloche chez nous voilà, en tant que Marocains, et que c'est pas juste tout ce qui vient de l'extérieur qu'il faut mettre en tort, quoi. Voilà. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Je me rends compte que c'est parler sans micro.
Oui, complètement. C'est aussi le présent. Bon, alors moi je suis quelqu'un qui pense qu'il faut faire du lien avec tout, hein, pour pouvoir avancer. C'est connaître, c'est l'éducation, c'est l'histoire beaucoup. Mais après, au bout d'un moment, effectivement, on a le droit aussi de se dire, il y a des gens qui n'ont pas envie de réfléchir à aucun sujet qui a envie d'exister. C'est tout. Je pense à Inès El Mansouri qui dans son interview parle de ça parce qu'on fait des petites capsules vidéo sur le site de la Montfellois. On en a fait une avec Ashraf, une avec Inès El Mansouri qui dit elle est là et puis elle existe et puis son truc c'est de dire qu'est-ce qu'on en a à foutre finalement de tout ça. Elle n'a pas envie de se prendre la tête, elle n'a pas envie de penser au passé, elle n'a pas envie de replacer, elle a envie d'exister tout de suite, là maintenant. Et c'est aussi ça aussi, alors nous, on fait un travail finalement un peu intellectuel de mise en forme d'œuvres, d'idées, mais il y a aussi la possibilité d'être comme une fleur et de s'ouvrir et voilà. Il suffit de regarder. Moi, je regarde beaucoup les plantes pour expliquer l'amour et pour expliquer tout. Je me dis, mais voilà. Et l'identité aussi, une fleur, elle est là, elle est enfermée avec ses pieds dans le sol et puis elle explose. Et puis elle explose, elle demande à personne si elle a le droit d'exploser, quoi. Enfin bon, voilà. Elle est là avec toutes ses couleurs et puis elle attire tout ce qu'elle peut et c'est voilà. Et puis qu'est-ce qu'on en a à foutre finalement d'être une fleur de telle couleur ou de telle chose, telle forme. En fait, juste par rapport à la question de la colonisation, moi j'essaie un peu de le dire dans le texte. Encore une fois, je ne suis pas anthropologue ni historien, mais j'essaie de... Je trouve que c'est un sujet qui mérite quand même d'être médité pour plusieurs raisons. D'ailleurs, même dans le texte, moi-même, je ne suis pas... Ça veut dire que je n'ai pas un avis figé, quoi. Enfin, j'interroge la langue française, d'ailleurs même parce que la question de la colonisation... drôle d'histoire, je l'ai appris en français, en lisant des textes et des ouvrages en français. Après, ce qui fait que cette question soit quand même très très importante, c'est le fait qu'elle soit présente même aujourd'hui, dans le rapport, les rapports homosexuels, les rapports queer entre les personnes marocaines et françaises. Enfin, il y a quand même très peu de choses qui parlent de ça, mais aujourd'hui, par exemple, dans les applications de rencontres au Maroc, pour avoir à communiquer avec une autre personne queer, il faut parler la langue française. Et quand tu ne parles pas la langue française, tu passes pour un chien, pour un rien, pour celui qui ne vaut rien, celui tu es traité de prostituée, tu es traité de... Et ça, quand même, c'est des choses qui sont quand même d'ordre colonial. Les rapports de domination entre les Français qui viennent au Maroc et les discours que j'entends de la part de mes amis, enfin français, mes amis blancs, c'est quand même c'est des réalités. Comment ils parlent du corps arabe, du corps maghrébin, du corps amazir, l'hypersexualisation de ces corps-là, le fait de sois beau et tais-toi. Et d'ailleurs moi, c'est quelque chose qui m'arrive toujours à l'esprit quand je vais en France. Et les gens, pour me dire tu es beau, ils me disent vous les Marocains, vous êtes beaux. Ça veut dire on renvoie ça à toute une communauté et ça c'est quand même quelque chose qui est très symbolique et qui montre beaucoup de choses, comment ces corps sont aperçus, etc., etc. Il y a mille et une histoires, les rapports de domination, la prostitution, à Marrakech, à Agadir, tous ces sujets-là, moi je trouve quand même que c'est des sujets très importants. On fait pas de jugement, mais ça veut dire on les questionne, on essaie de comprendre. Et puis, par rapport à l'histoire, malheureusement, il y a vraiment très peu de fragments. Moi, ça fait quand même 4 ans que je travaille sur la culture queer marocaine. Il y a vraiment très, très peu d'histoire. Et à travers ces fragments d'histoire, il faut raconter quelque chose. Et puis, moi, je trouve ça très intéressant de pouvoir faire de ces petites histoires une lutte, un combat et contre la marginalisation. Parce que de toute façon, la marginalisation est toujours liée. Quand on est riche et gay au Maroc, c'est pas comme quand on est pauvre et gay, quand on parle le français. Aujourd'hui, moi, je suis là, je parle en français, je communique, je suis en train d'exprimer quelque chose. Je connais des gens qui ne sont pas capables de le faire et qui souffrent à cause de ça, parce que leurs histoires ne peuvent pas être racontées. Et du coup, moi, mon travail en tant qu'activiste, c'est d'aller vers ces gens-là, les écouter, comprendre leur rapport avec l'autre, le français, le blanc, etc., et de savoir ce que ça fait, pas pour juger l'autre. Moi, je n'ai aucun jugement sur je crois que c'est quelque chose qu'on apprend déjà quand on est marginalisé dans un contexte donné, mais c'est que j'ai envie de comprendre, et comprendre la whiteness. Et ça, c'est toute une culture, enfin, c'est un champ d'études qui est présent un peu partout dans le monde aujourd'hui. Politiquement, il est très très mal pris, pour des raisons nord global, sud global, on connaît ces histoires-là.
mais c'est quand même très important. Et moi, c'est pas parce que c'est mal pris par une minorité de personnes que je vais me taire. J'ai envie de comprendre ce que ça fait. Ouais. Moi, je dirais que devant chaque fléau, que ce soit l'homophobie ou peu importe le fléau en question, c'est toujours un concours de circonstances. C'est pas le wahhabisme de façon isolée, c'est pas le colonialisme de façon isolée. Parfois, ce sont des facteurs psychologiques. D'ailleurs, comment expliquer qu'une transgenre soit à l'origine de cette campagne d'outing? C'est qu'il y a beaucoup de haine de soi quand même, et qu'il y a beaucoup de haine à dégager, dont on doit se libérer, alors qu'elle-même, elle-même a vécu cette souffrance. Et donc, que ce soit, je pense que c'est dans la manière de réagir et de manifester cette colère, justement. Un wahhabite vous dirait plus qu'un homosexuel, il faut le jeter par le 7e étage. Quelqu'un qui est homophobe et qui est plus humain, par exemple. Oui, mais tant qu'ils sont loin de moi, c'est pas grave. Moi, je veux juste pas qu'ils me touchent la main. Donc, c'est vraiment dans la manière dont on manifeste, et que quelles que soient les raisons, c'est toujours environnemental, psychologique. Ce sont des raisons sociales aussi. C'est comment on a grandi, comment on a intégré la question du genre et la question de l'autre. Et peut-être qu'il suffit qu'on ait été maltraité dans l'enfance par un homosexuel pour détester tous les homosexuels plus tard. Et donc, il n'y a pas de raison forcément précise. L'essentiel, c'est de changer les politiques. Déjà, c'est un premier départ, de changer la loi qui, elle, est la conséquence directe du colonialisme. Là, par contre, c'est Lyoté. Il n'y a pas d'autre personne qui a fait ça. Et donc, en changeant les politiques, déjà de déculpabiliser les personnes aussi, qui pour elles, d'ailleurs, ce sont des personnes très courageuses qui ont coécrit ce livre, mais il y en a tellement qui ont décidé de rester au Maroc malgré les difficultés, et ce sont ces gens-là qu'il faut écouter, et je pense qu'il faut trouver des solutions par eux, pour eux, parce que personne ne peut vous manifester, c'est-à-dire demander des droits plus que les personnes concernées. Bien sûr qu'on l'est tous quelque part, parce que la liberté nous concerne tous et toutes. Et donc, peu importe les raisons, il y a des choses à faire, et ça peut paraître logique pour quelqu'un qui a pensé la chose de cette manière, mais pour d'autres, être libre, c'est la décadence. Par exemple, quelqu'un de traditionnaliste vous dirait que vous voulez faire du Maroc quelque chose. Enfin, parfois, je dis ça de façon très caricaturée, mais il y en a tellement autour de nous. Et donc, honnêtement, je mise principalement sur les futures générations et sur l'éducation à l'école, l'éducation sexuelle. Tout à l'heure, il y avait une question sur Darija. Il y a beaucoup de mots, ne serait-ce que pour désigner le sexe qu'on n'arrive pas à dire en Darija. Il y a beaucoup de... Quand on va à l'épicerie pour prendre des serviettes hygiéniques, c'est toujours dans un sac noir pour les cacher. Pourquoi? Voilà. En tout cas, lisez ce livre. C'est un livre très fort. C'est un livre qui ne laisse pas indifférent. Et je pense que tu veux dire le mot de la fin. Oui, un petit mot pour dire que... Merci à vous pour tous ces... Merci beaucoup, Kenza. Merci beaucoup. Oui, pour clôturer sur ce que disait Rim, effectivement, c'est pas pour les futures générations, ce livre, ça commence maintenant. C'est tout de suite, c'est nous, c'est Soufiane, c'est Rim, c'est Kenza, c'est moi, c'est Ashraf, c'est vous tous et vous toutes. Ça commence tout de suite. Et effectivement, le chemin, moi, je l'ai vu au travers de toutes ces autrices et tous ces auteurs. Je pense notamment à Omar Mishkin, qui lui a commencé à écrire ses textes en étant encore dans une idée de je ne peux pas m'exprimer. Il avait vécu 10 ans en France, caché, sans vivre rien de ce qu'il était. Il découvre sa vie au Maroc. C'est au Maroc, il écrit, et là maintenant il a fait son coming in, son coming out, tout un chemin personnel, et c'est un chemin personnel. Ce livre ne peut pas enseigner une façon de faire à quiconque. Ce livre parle de liberté, et effectivement, ça commence tout de suite. Ça commence tout de suite. Et moi, je crois beaucoup au fait que on ne peut pas, là, quelqu'un ne peut pas parler et dire à 100 personnes, vous allez changer, vous allez vivre, vous allez comprendre ça. C'est une personne qui vit sa vérité, et parce qu'une autre personne va voir quelqu'un qui vit sa vérité, va peut-être vivre sa vérité aussi. Et c'est d'une personne à une personne. Une personne qui bouge, c'est le monde entier qui bouge, quoi. C'est ça. S'il y a une personne de vous là qui bouge demain, ça va faire bouger, mais des choses hallucinantes pour longtemps. C'est ça aussi l'amour félois. Il y aura peut-être pas beaucoup d'exemplaires papier, je sais pas comment on va tirer, mais
mais ça va bouger fort. En tout cas, on vous invite à épuiser les exemplaires qui oui, sont voilà, vous avez ici, des exemplaires qu'on a apportés là. Cette jeune maison sont pour d'édition vous. à qui on souhaite bonne chance. Il y a d'autres projets en cours? Oui, mais il y a, pour la Montfélois, il y a plein de choses. On est en train d'organiser une expo, donc on cherche des lieux d'expo, on cherche aussi des subventions, parce qu'il faut rappeler que la Montfélois est un projet à but non lucratif. Effectivement, donc on essaie de faire vivre le projet pour le transformer. On cherche à faire des expos. Il y a plein de plasticiens et de photographes. On n'en a pas parlé, mais il y a des photos, des dessins dans la Montfélois. Et donc on veut montrer tout ça. Il y a un site, il y a Instagram. Venez nous retrouver, venez donner vos idées, venez faire vivre les réseaux avec nous. Venez. Et même si c'est pas avec nous, faites-le pour vous-même. Je sais pas, mais voilà, faites des choses et puis on se retrouvera quelque part. Merci beaucoup. Alors à bientôt. Merci. Avoir fait tes semaines. Ah, mais dès que j'ai pris par le truc, je